Rodent Diet Aids and the Fallacy of Caloric Restriction. Donc je parlais récemment dans une revue informelle d'études la semaine dernière de tout ce qui se passe au niveau des études scientifiques sur les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des effets bien inférieurs. Mais là c'est très intéressant en fait. L'étude que j'ai lue là-dessus, je l'ai lu pourquoi? Parce qu'en fait on m'a parlé d'un livre qui s'appelle Lifespan, que je suis en train de lire aussi à l'heure actuelle, qui a été écrit par David Sinclair, qui est un peu le fer de lance de la recherche anti-âge. Et il faut savoir que ce bonhomme-là, c'est pas un rigolo, c'est pas un Raoult ou quoi, enfin, je suis pas là pour provoquer des clivages, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui est chef de laboratoire à Harvard, qui est une des plus prestigieuses universités au monde, si ce n'est la plus prestigieuse en fait. Et dans son bouquin, il explique tout ce qu'il a développé dans son laboratoire comme molécules, enfin pas forcément dans son laboratoire, d'ailleurs dans tous les laboratoires du monde, l'état de la recherche en fait sur peut-être potentiellement améliorer notre longévité et notre espérance de vie en bonne santé. Et il détaille plein de trucs qui ont l'air assez solides en fait. Quand tu lis le bouquin, tu fais ah ouais, quand même, ça a l'air assez solide. Surtout qu'il trouve des bons résultats et notamment chez les rats et chez les souris. Alors moi, je me dis oui, c'est super, mais c'est sur les animaux. Qu'est-ce qu'en pensent les gens en ligne? La plupart des gens en ligne pensent effectivement que c'est que sur des rats et sur des souris et qu'on n'a pas vraiment de trucs au-delà de ça. Alors, les mécanismes sont quand même assez intéressants parce qu'il l'a aussi développé sur notamment des levures en fait, qui sont proches génétiquement de nous, même si elles sont éloignées d'un point de vue corporalité, la façon dont fonctionne leur ADN est proche de nous. Et aussi, il y a l'exemple du père de David Sinclair qui semble avoir retrouvé certaines de ses facultés physiques et aussi mentales vis-à-vis d'une molécule qu'il a essayé sur lui, David Sinclair. Enfin, que le père a voulu essayer pour lui-même. Hein. C'est pas David Sinclair qui a dit allez, tiens, prends ça et tout. C'est plutôt, le père était coopératif parce qu'il sentait que ça allait plus très bien et puis voilà quoi. Et du coup, il y a une espèce d'amélioration. Mais bon, c'est pas une étude scientifique, c'est juste une anecdote rapportée dans un bouquin. Donc ça peut très bien être lié à plein d'autres choses. Et bref, du coup, cette étude-là que j'ai trouvée en fait un peu au hasard. Enfin, c'est pas au hasard, mais c'était en mode je suis allé un peu regarder pour voir quoi, et elle est sortie assez récemment. Et en fait, elle s'intéresse, elle prend le problème d'une autre façon. Elle dit, finalement, est-ce que ce serait pas un peu de la pipe tout ça, parce que ça a été étudié que sur des souris. Or, pour te la faire très rapidement, les souris de laboratoire sont obèses. Mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'elles sont vraiment si obèses que ça? Est-ce que dans la nature elles sont pas juste un peu moins grosses et tout? Non. Et apparemment, du coup, pourquoi je vais te dire obèse, mais tu t'en fous en fait qu'elles soient obèses. Mais en fait, apparemment, toutes les molécules et toutes les interventions qui sembleraient rallonger l'espérance de vie des souris et d'ailleurs d'autres animaux, très souvent, c'est relié au fait qu'on leur fasse perdre du poids. Voilà, en leur faisant perdre du poids, du coup on parle par exemple de restriction calorique. Voilà, la restriction calorique, c'est le truc où il faut que tu te restreignes en calories pour vivre plus longtemps. Et la restriction calorique, elle fonctionne très bien sur des animaux obèses. Donc est-ce que ce serait pas plutôt l'obésité qui en fait diminue notre espérance de vie? Et alors là, on va rentrer dans d'autres considérations. Mais voilà, c'est ça qui est développé. Et j'aimerais bien te lire quelques passages, même beaucoup de passages finalement, qui expliquent ça. En fait, par exemple, ils disent que les souris, quand on les prend dans leur environnement naturel, elles pèsent à peu près la moitié du poids que les souris de laboratoire. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est un peu comme si, tu as quelqu'un qui pèse 70 kilos, tu vois, il est dans son environnement naturel, et t'étudiais la physiologie avec un mec de 140 kilos. Oui, forcément, si tu le restreins en calories, il va peut-être vivre plus longtemps. Donc, le double du poids, c'est énorme. Surtout que le double du poids, c'est beaucoup plus de graisse, énormément plus de graisse, parce que les mammifères en fait stockent le surplus en graisse.
Or, on sait que la graisse, c'est très 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 inflammatoire, c'est très mauvais pour la santé à long terme, évidemment si on en a trop. Donc, tac tac. Par exemple, les souris dans la nature avaient un body fat entre 3 et 5%, les souris en captivité entre 9 et 22%. Donc on est sur au minimum le double, au maximum le quadruple. Enfin, même pas entre 3 et 22, ça fait combien? Attends, 3 fois 7, 21, ça fait 7 fois plus. 7 fois plus, c'est énorme. Donc, tac, tac, tac. Je lis en même temps parce que j'ai souligné plein de passages, mais ils ne sont pas tous forcément pertinents une fois que j'ai donné les idées clés. Alors voilà, en fait, on a démontré une corrélation robuste une association robuste entre le poids et l'obésité, face à la durée de vie totale sur plein de variétés de souris. Parce que, en fait, on a plein de races de souris, de souches de souris qui sont différentes et qui se comportent différemment. Par exemple, comme ça tu le sauras, dans la recherche contre le cancer, on sait qu'il y a certaines souris qui développent des tumeurs hyper facilement et donc du coup ça peut être utile. Enfin voilà, bref. Alors, il faut comprendre aussi que même les souris qu'on restreint caloriquement, d'accord, elles pèsent plus lourd que les souris dans la nature. D'accord? Donc même celles à qui on enlève de la bouffe, elles pèsent plus lourd que celles de la nature. Et elles ont plus bien plus, ils disent far higher de body fat. Donc, voilà, c'est... donc les souris qui consomment une diète normale, voilà, eh bien, elles, dans des conditions standards de laboratoire évidemment, elles sont morbidement obèses. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc après derrière, tout se déroule là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, on a dit oui, on va essayer de limiter les BCAA et mTOR en fait. Un des grands mécanismes de l'anti-âge, c'est de limiter mTOR. mTOR qui est aussi impliqué dans l'anabolisme musculaire. Donc en fait, il faudrait limiter ta prise de muscle. C'est un peu bizarre comme truc, sachant qu'on sait que la prise de muscle aide à la longévité. Mais bon, limiter mTOR, ça réduit le poids, réduit l'obésité, le gras aussi. Donc, on peut l'attribuer à ça. Le resveratrol qu'il y a dans le vin, on dit ouais, le resveratrol, ça préserve, c'est vachement bien pour la santé. La majorité des effets du resveratrol sont dus à l'AMPK qui réduit l'accumulation de masse grasse, qui augmente la tolérance au glucose et l'endurance physique. Mais du coup, là, encore une fois, ça réduit la masse grasse. Tac, tac, tac. Et dès qu'il n'y a pas en fait de réduction de masse grasse, il semblerait que les effets du resveratrol soient plus efficaces que ça. Ensuite, on a la rapamycine. Alors la rapamycine, c'est en gros mTOR, ça veut dire quoi? Ça veut dire Muscular Target of Rapamycine. Ce qui veut dire que c'est en fait une molécule qu'on a nommée parce qu'elle est la cible d'une autre molécule, d'un autre agent, qui s'appelle la rapamycine. Et en fait, quand il y a ça, quand la rapamycine bloque ça, ça bloque l'anabolisme. Et donc, les souris à qui on donne la rapamycine, elles perdent du poids. Donc du coup, souvent, quand elles perdent du poids, elles gagnent en longévité. Donc, il faut pas oublier de noter que, d'ailleurs, il y a des effets secondaires à la rapamycine. Donc ça fait perdre du poids, mais la cataracte a été augmentée et la dégénération testiculaire aussi de 83% chez les souris qui ont pris de la rapamycine. Donc c'est peut-être pas le top comme produit anti-âge. Ensuite, il y a le NAD+, d'accord, le NMN.
ça accélère le métabolisme. Donc, et ça, c'est le truc qui est utilisé par David Sinclair dans son bouquin. Et les avocats de David Sinclair disent waouh, c'est génial. Et alors, le NMN, ce qui a l'air d'être pas mal, c'est qu'effectivement, ça accélère le métabolisme. Effectivement, ça semble avoir un effet plutôt vis-à-vis de la masse grasse qui est réduite. Mais, et c'est ça qui est intéressant, ça semble pas trop avoir d'effet négatif. Donc, potentiellement, le NMN, ça pourrait être un truc qui augmente ta perte de poids finalement. Parce que moi, je vais te faire un petit spoiler, toute cette recherche-là, finalement, je me suis dit, ok, c'est peut-être pour l'anti-âge, c'est pas ouf, mais en fait, finalement, si ça nous permet de perdre du poids plus facilement et qu'on trouve des options pour perdre du poids plus facilement sans avoir de conséquences négatives, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, la metformine, donc, qui est utilisée aussi chez les diabétiques, hein, voilà, qui est un médicament utilisé, etc., et qui semble avoir des effets anti-âge, comme décrit dans le livre de Sinclair. Un effet sur le poids. Après, il y a des trucs genre au niveau aussi par exemple, du traitement par le froid. Un effet sur le poids. Un truc il y a plein d'autres traitements, et à chaque fois qu'il y a des effets sur la santé notable, enfin sur la durée de vie notable, sur la vieillesse, etc., enfin le fait de vivre plus longtemps, chaque fois ça semble être corrélé à une perte de poids. Donc ouais, je sais, là je bourre là-dessus, mais il y a eu aussi je bourre là-dessus, j'insiste sur ce point-là, mais par exemple, on avait aussi sur des singes, voilà, on a eu des expériences qui ont été menées sur des singes sur la restriction calorique. On a remarqué que ceux qui étaient restreints caloriquement, ils vivaient plus longtemps. Oui, mais ça uniquement, d'accord, il y a eu 2 grosses expériences qui ont été répliquées, uniquement, donc il n'y en a qu'une seule où on a trouvé une augmentation de l'espérance de vie, quand les autres singes avaient le droit de bouffer autant qu'ils voulaient. Ils avaient un buffet à volonté. Donc c'est comparer en fait une restriction calorique, donc le fait de manger moins de calories, manger finalement une diète qui va pas, où tu vas pas être en mode je vais tout le temps bouffer, avec être obèse. Voilà. Donc du coup, oui, quand on n'est pas obèse, on vit plus longtemps. Bravo. Tac. Voilà. Par exemple, on a remarqué que aussi chez les humains, la restriction calorique volontaire, parce qu'on a aussi des études chez les humains, c'était augmenté de 8 ans chez les hommes et 6 ans chez les femmes, l'espérance de vie. Seulement quand on compare à un groupe qui a plus de 35 de BMI. Il faut savoir, de BMI d'IMC. 35 d'IMC, c'est morbidement obèse. Bref. Et en fait, le fait et finalement, ce qu'ils disent, et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que la chose qui semble avoir des effets positifs sur la perte de gras et l'augmentation de tout un tas d'autres trucs, dont la qualité de vie, c'est quand même bien l'exercice physique. C'est quand même bien l'exercice physique qui semble être le roi pour tout ça. Donc plutôt que de promouvoir des suppléments alimentaires, des trucs rocambolesques, enfin voilà, pourquoi on n'insiste pas sur l'exercice physique? Donc voilà, si jamais quelqu'un te parle de restriction calorique un jour, tu auras des arguments pour lui répondre avec cette étude que je trouve juste géniale. Juste géniale. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.